Bonjour à tous et à toutes. Hola a todos et bienvenue à notre dernière séance du cours public esthétique du cœur pour l'Anthropocène. Aujourd'hui, je voudrais commencer par remercier tout d'abord vous tous et toutes de votre présence, de votre écoute et de vos réflexions et questions. Et je vous remercie de cette communauté d'échange et de partage que nous avons créée. Je veux remercier aussi toute l'équipe de l'École urbaine de Lyon qui l'ont rendu possible. Jindra, Basel, Anne, qui en plus de tout leur travail ont supporté chaque séance en présentiel. Je veux remercier Valérie Dizier qui rend possible ces cours et finalement réitérer mes remerciements à Michel Lusseau pour les risques qu'il a pris en permettant de partager ce cours. J'ai intitulé cette séance « Les esthétiques du cœur » et nous allons laisser un peu le terrain théorique et nous concentrer sur la mise en pratique qui, dans mon cas, se réalise à travers le théâtre. Donc, ce thème des esthétiques du cœur, je l'ai divisé en 2 séances. Et je vais commencer par faire la synthèse de ce dont on a parlé la dernière fois. Cette proposition des esthétiques du cœur constitue la dernière partie de ma thèse qui, quant à elle, essayait de répondre à une demande éthique. Mon projet de thèse était de faire une éthique du cœur décoloniale, et cela constitue la part essentielle de ma recherche. Mais en la rédigeant, après des échanges avec mes directeurs de thèse, en fait, je me suis rendu compte que continuer à nommer ma proposition une éthique pouvait être facilement mal compris, parce que le terme éthique renvoie aux justifications qu'on donne aux décisions et à l'argumentation rationnelle comme garantie morale, ce qui continue à soutenir la modernité colonialité et tout particulièrement la colonialité du savoir. C'est-à-dire que pour moi, si je continuais à dire qu'il s'agissait d'une éthique, cela pourrait être compris comme s'il s'agissait de trouver la bonne argumentation ou les bonnes raisons. Or, pour moi, il s'agissait de trouver les bonnes motivations, les bonnes dispositions émotionnelles, d'arriver à se sentir bien, en paix avec nos choix. Et en même temps, je ne voulais pas occulter la dimension morale et sa centralité pour la vie humaine. Donc, dans la thèse, j'ai décidé de nommer ma proposition une éthique esthétique. Et cette fusion des 2 termes se retrouve dans 2 concepts latino-américains qui essayent de lier la dimension intellectuelle et la dimension affective. Ce sont les concepts de sentipensar et corazonar. Donc, je vais vous présenter d'abord les concepts de corazonar. Les concepts de corazonar s'inspirent de la sagesse de plusieurs peuples originaires de la Via Yala. Et c'est l'anthropologue équatorien Patricio Guerrero Arias qui l'a conceptualisé. Il propose le néologisme corazonar la vie. Corazonar en espagnol peut être interprété de 2 façons. La première, c'est de transformer les verbes en verbe le terme cœur, c'est-à-dire corazón en espagnol. Et la deuxième consiste à lier dans le même mot les verbes de la raison, razonar, et le cœur. Et je vous cite sa définition du corazonar. Dans le corazonar, il n'y a pas de centre. Il y a un décentrement du centre hégémonique marqué par la raison. Le corazonar, ce qu'il implique, est de décentrer, déplacer, fracturer l'hégémonie de la raison et mettre en premier ce que le pouvoir a nié, le cœur, pour donner son affectivité à la raison, corazonar. Il suit de là que le cœur n'exclut pas, n'invisibilise pas la raison. Tout au contraire, le corazonar la nourrit d'affectivité, afin de décoloniser les caractères pervers, conquérants et colonial qu'elle a eu historiquement. Ce qui est souligné par ce néologisme est que les raisons par elles-mêmes ne sont pas suffisantes pour justifier nos décisions ou nos positions. C'est-à-dire que ce que nous cherchons, c'est la justesse de la décision. Et cette justesse se construit sur l'adéquation affective avec notre décision.
Et pour embrasser mon opacité, je vais vous partager un conte pour expliquer qu'est-ce que les antipenseurs. C'est un conte de l'écrivain d'Uruguay, Eduardo Galeano. Et il s'appelle « Célébration du mariage entre la raison et le cœur ». Pourquoi écrit-on, sinon pour recoller ces morceaux? Dès l'entrée à l'école ou à l'église, l'éducation nous démembre. Elle nous apprend à séparer l'âme du corps et la raison du cœur. Sages docteurs de l'éthique et de la morale que doivent être les pêcheurs de la côte colombienne, qui ont inventé les mots sentipensants pour définir le langage qui dit la vérité. Il est indispensable de rappeler que ces deux concepts, tant les sentipenseurs que les corazonal, ce sont des concepts qui viennent de la sagesse des peuples originaires, des nations préexistantes. Ces connaissances qui ont résisté et ont pu pousser de manière discrète dans les sociétés métisses actuelles de l'Amérique latine. Ils font partie des connaissances niées et cachées par la modernité, et pourtant présentes et à l'œuvre dans notre Amérique. De même, les éthiques esthétiques du Caire sont un pari pour la création de nouvelles sensibilités à partir de nos vulnérabilités et de nos fragilités, à partir de nos doutes et nos incertitudes, nos peurs, notre timidité, nos insécurités et nos hésitations. Les esthétiques du cœur sont des sensibilités qui ont la particularité de faire attention, de prêter attention, d'être attentives et attentionnées. Elles s'écoutent. Elles sont dans la prévenance en tout. Préfaire, prédire, prévoir, présupposer. C'est-à-dire qu'elles ont pour particularité l'anticipation des besoins. Et c'est précisément cette anticipation qui va expliquer la discrétion ou l'invisibilité. Et pour l'expliquer, je cite Pascal Molinier. Dans les situations réelles, le besoin est souvent muet. Il faut les deviner, l'inventer, prendre son temps, observer, tourner autour. Interpréter, c'est percevoir et imaginer. C'est cet art de l'ajustement à des situations toujours particulières qui caractérise ce qu'on appelle les care, les soins envisagés comme souci des autres. Et c'est aussi ce qui en constitue l'informe, l'invisibilité ou la discrétion. Je voudrais préciser que ces sensibilités existent déjà. Je ne suis pas ici en train de vous proposer une utopie que j'aurais imaginée. J'ai rencontré cette moralité chez les travailleurs et les travailleuses du Caire. J'ai lu dans les études du Caire des analyses concernant ce type de moralité partout dans le monde. En plus de l'avoir rencontré dans ma propre culture, dans les attitudes morales pourtant subalternisées des femmes qui cuident, qui prennent soin. C'est-à-dire que ces sensibilités existent maintenant au présent dans le monde, mais elles sont invisibilisées, féminisées et subalternisées. Donc avant de passer à la pratique de ces esthétiques du cœur, je voudrais signaler une voie d'analyse que je ne veux pas développer dans ce cours, mais que je trouve pertinent de mentionner. Et c'est le lien entre l'esthétique et la politique. Et pour ouvrir cette fenêtre de réflexion, je vais citer le chercheur et artiste colombien Adolfo Albana Chinte, qui fait partie du groupe qui a conceptualisé les esthétiques décoloniales, et il a forgé le concept d'esthétique de la réexistence. Donc je cite Adolfo. Le politique sera alors l'acte d'exister, dans des conditions de dignité, et à partir de là, d'avoir une autonomie suffisante et nécessaire pour développer des systèmes de auto-représentation qui permettent à ceux qui ont été submergés par le sombre de l'ignorance systématique de s'exprimer dans l'entendu de leurs propres possibilités, se tournant vers les mémoires comme des événements singuliers et collectifs qui donnent lieu à des espaces de dialogue dans des conditions d'égalité dans la conversation. Certes,
Ce que j'appelle l'esthétique de la réexistence n'est rien d'autre que l'acte politique de vivre en cherchant, sans aucune négociation, à atteindre la dignité et à déconstruire les formes du pouvoir et des dominations qui, du matériel au symbolique, sont construites et diffusées dans cette ère de capitalisme galopant et criminel. Peut-être que les esthétiques de la réexistence sont les murmures des pratiques décoloniales qui envisagent d'autres formes du buen vivir. Donc, si nous n'acceptons pas le système monde moderne et ses distinctions, il n'y a pas de séparation des domaines ou des disciplines. Et notre recherche pour faire face à l'anthropocène, c'est-à-dire notre recherche sur les liens humains, sur les partages, serait aussi au cœur d'une définition peut-être idéaliste de la politique. On pourrait tirer de la condition de vulnérabilité humaine, du besoin des autres, les liens entre les cœurs et la politique. Cela dit, une politique décoloniale a peu ou rien à voir avec la rhétorique démocratisante des États modernes. J'ouvre cette fenêtre-là, mais je reviens au but de cette séance. Donc, à la mise en œuvre des esthétiques du cœur par le biais des théâtres de participation dont j'ai parlé un peu la dernière séance. Donc, les théâtres de participation, on avait dit qu'ils constituent un concept créé par l'artiste mexicain Carlos Camarillo, qui, pour ce faire, a emprunté des exercices de réflexion et des concepts à 4 courants théoriques. Le sociodrame, qui a été créé par le médecin Jacobo Levi Moreno, le théâtre de l'opprimé, qui a été créé par Augusto Boal de la main de Paulo Freire et en écho direct avec la pédagogie de l'opprimé. Le théâtre playback, créé par Joe Salas et Jonathan Fox, et le théâtre spontané, pratiqué en Amérique latine par des artistes comme Marielena Garabelli et Moïse Aguiar. J'en profite pour profiter une caractéristique des Mexicains et des Latino-Américains à l'égard de la pensée des auteurs. J'ai noté qu'en France, bien des personnes ont déjà décidé sur le monde, plus particulièrement dans le monde académique ou dans le monde artistique. Donc, elles savent très clairement ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas. Elles trient, jugent aux autres en fonction de cela. Mais nous, dans le tiers-monde, nous portons la blessure coloniale. Et nous n'avons pas cette certitude ou confiance dans nos idées. Nous ne sommes pas si sûrs sur ce qui nous intéresse ou de ce qu'il faut penser. Nous ne savons pas qui sont les bons auteurs, par exemple. Je suis philosophe, est-ce que c'est la philosophie française ou c'est la philosophie allemande ou l'anglaise ou l'états-unienne? Est-ce que nous avons, nous, droit à la parole? Et si nous l'avons, lorsque les auteurs du premier monde nous ignorent, est-ce que nos idées sont importantes ou ce ne sont pas que des idées du tiers-monde? Mais ne vous inquiétez pas pour nous. Nous avons développé des stratégies pour faire face à notre incertitude existentielle. L'insécurité que nous ressentons à pratiquer une pensée sous-développée. Nous avons décidé d'être éclectiques, de lire tout le monde et d'être amis avec tous et toutes. Nous, face à une nouvelle pensée, nous ignorons ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne marche pas pour nous et nous nous concentrons en fait sur ce que nous pouvons tirer de ces auteurs ou de cet auteur-là. Nous sommes optimistes et très gentils avec les auteurs du Nord, que nous obligeons, même dans nos textes, à dialoguer avec les auteurs du Sud, qu'ils ont l'habitude d'ignorer. Ainsi, Carlos Camarillo a emprunté à chaque théorie et pratique ce qui l'aide à proposer son concept ou sa pratique ou son esthétique. Et en 2014, quand j'étudiais cette pratique pour mon mémoire du master, il m'a donné un entretien où il m'expliquait que pour lui, le théâtre de participation s'est construit sur 4 prémices. La première est comprendre que notre réalité est métaphorique, c'est-à-dire qu'elle est symbolique, qu'elle accepte d'interprétation. La deuxième est qu'il existe des structures et des rapports de pouvoir en vigueur et qu'il est important de les reconnaître et de les rendre visibles, de les inverser dans la mesure du possible. La troisième, c'est qu'il existe une possibilité de choisir notre identité préférée
toujours de manière relationnelle en face de l'autre. Et la quatrième se situe sur le plan méthodologique. Cela signifie que nos arts de participation ne viennent pas pour enseigner quoi que ce soit, mais pour partager et pour construire. Donc ces prémices montrent la volonté transformatrice du théâtre. Il ne s'agit pas d'une colonisation nouvelle sur les sentiers. Les théâtres de participation ne prétendent à vous apprendre rien, mais à co-construire avec les groupes, construire parfois des interprétations sur nos vies. Et ce sont des nouvelles interprétations qui nous servent ou qui nous aident à mieux vivre la vie. Donc il s'agit d'une tâche d'accompagnement, de création, d'accompagner la création existentielle des personnes à travers l'écoute, les cœurs, les jeux et la tendresse, envers soi d'abord et après envers les autres. Et cette création est toujours située socioculturellement. C'est-à-dire que nous sommes conscientes du système monde moderne et nous ignorons les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre nous ou entre un groupe. Ce type de théâtre ouvre des possibilités pour essayer des actions et des interprétations, des réponses pour nos vies. Et ces exercices ne sont jamais seulement individuels ou collectifs, mais ils sont les deux en même temps. Le but est d'accompagner les processus créatifs de chacun, mais non pas d'inspirer l'autre, ni de lui montrer quoi que ce soit, mais d'activer la sensibilité propre à tous les participants. Donc c'est une éthique sans représentant. Il ne s'agit pas de reléguer nos identités ou nos idées pour que quelqu'un d'autre les mette en scène. Mais je vous explique ça dans les mots d'Augusto Boal, parce que je crois qu'il va le dire très clairement. Pour lui, l'art est le processus et non pas la chose finie. Ce que nous cherchons, c'est de stimuler les processus esthétiques chez les participants et pas nécessairement à arriver à des produits artistiques achevés. Cela suffit, mais si on arrive à un beau produit artistique, tant mieux. Donc les pratiques sont très diverses, car elles seront en fonction des participants et du contexte. Et pour les détailler, je vais les classer sur deux plans. C'est ce qui se passe dans les ateliers et c'est ce qui se passe dans les spectacles. C'est-à-dire, quelles sont les stratégies que nous avons construites pour essayer de décoloniser les sensibilités à travers des ateliers et des spectacles. Mais avant, je voudrais souligner que cette adaptabilité ou cette flexibilité n'est pas accidentelle. Et bien sûr, ne va pas de soi. Et je vous cite Édouard Glissant pour l'expliquer. La principale qualité, ici, en faisant du théâtre, devient l'accélération. Non pas cette précipitation oublieuse qui règne alentour, mais l'acuité extrême de la pensée, prompte à varier sur son air, être capable à tout moment de changer de vitesse et de direction sans changer pourtant ni de nature, ni d'intention, ni de volonté. Donc au cours de la dernière séance, j'avais relevé qu'il s'agit d'une éthique du présent. Et je me suis rendu compte que cela a des implications très précises pour les arts scéniques, qui ne sont pas nécessairement évidentes. Dans les arts scéniques, on travaille avec la présence, avec les corps, et la gestualité des participants, mais on travaille avec eux au présent. Cela signifie, par exemple, que si je fais des prouesses dans mes exercices, comme au cirque par exemple, rien ne me garantit que je pourrai les refaire aujourd'hui. Je dois me sentir aujourd'hui dans mon corps, dans mes émotions, dans les possibilités que j'ai aujourd'hui. Et bien sûr que la pratique aide, mais nous ne sommes pas de machines. Nous sommes faillibles. Et c'est pour cela que le premier pas, en fait, est la première sensibilité envers soi-même. Je dois être prête dans chaque atelier ou dans chaque spectacle à changer par l'échange, à être perméable au contexte, mais sans changer ni l'intention ni la volonté. Et ce premier trait consiste en une écoute corporelle de soi, des autres, du contexte. Donc je commence par me demander en fait comment je vais, comment je me sens, qu'est-ce qui me pousse à être là. Ce que je veux dire, c'est que pratiquer ce type de théâtre commence par une ouverture
à la réalité, au contexte et à soi-même. Et donc la première disposition intellectuelle et affective est de se sentir penser là, dans la circonstance précise dans laquelle nous sommes. On ne va pas répéter le passé ni créer le futur. On est là. Et rien ne précède ni ne dépasse notre rencontre. Nous commençons par nous sentir ici maintenant. En fait, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est là? Comment sommes-nous arrivés ici? Et qui est avec nous? Et dans quelle disposition? Et après, ça dépend. Ça dépend de l'objectif de la rencontre. Donc, je vous parle des ateliers. Donc, un des objectifs possibles, ce sont les ateliers. Les ateliers impliquent le travail théâtral avec un groupe, mais ils peuvent être très, très différents. Dans mon expérience, j'ai eu 3 types d'ateliers. Donc, des ateliers d'introduction au théâtre de participation qui ont pour but la compréhension et l'appropriation par les participants des techniques et de la perspective théorique. Donc, cela prend du temps, comme plus ou moins une semaine de travail chaque jour, toute la semaine, toute la journée. Après, j'ai fait des ateliers thématiques où on utilise les outils de théâtre de participation, mais à propos d'une autre thématique ou problématique qui nous intéresse. Et je l'ai fait par exemple pour explorer ce qui signifie être malade ou être en santé, ou pour sentir et penser la résistance aux méga-projets au Mexique, ou pour sentir et penser la question du soin en France, ou la question de la représentation de l'autre, ou encore pour penser quelques crises climatiques autour de l'Anthropocène. Et finalement, après ou pendant mon procès de colonisation propre, je me suis aussi libérée des techniques théâtrales. Et j'ai commencé à faire mes propres ateliers des esthétiques du cœur. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire la paix entre des ateliers 50% théâtre, 50% philosophie. Et je vais partager avec vous quelques réflexions que j'ai faites à partir de mes expériences dans ce type d'atelier et qui pourraient peut-être vous donner des pistes sur ma façon de répartir mon attention en coordonnant ces ateliers. La première chose à vous dire, en fait, c'est l'importance de travailler l'attitude et la disposition émotionnelle propre en amont de l'atelier et bien sûr en arrivant. Il s'agit de faire l'effort pour vivre et pratiquer notre optimisme stratégique. Et le mettre en œuvre. Et mettre en œuvre aussi la joie comme position politique. Et parfois, ça peut prendre un peu du temps et d'effort. Une fois dans l'atelier, il faut vraiment défendre la joie face à tout ce qui peut mal tourner. Manque de prévision, changement des dernières minutes, tout ce qui est hors notre contrôle mais affecte profondément nos pratiques. Il faut défendre la joie de partager avec ceux et celles qui les souhaitent. Ce qui me rappelle que pour moi, ces ateliers doivent être, dans la mesure du possible, volontaires et optionnels. Sinon, ils se transforment en exercices coloniaux imposés. Cependant, parfois, quand on les réalise dans certains contextes, notamment les contextes scolaires, peut-être il n'est pas possible de choisir. Et donc, il faut du moins le savoir. Au cas où cela arrive, s'il est possible, laisser l'attitude de partir à ceux qui ne souhaitent pas participer, ou bien être conscient que dans les cas contraires, s'ils sont obligés à participer, chacun et chacune va participer selon ses désirs et ses possibilités. Et cela requiert notre attention. D'abord, il faut laisser ouverte l'option de quitter l'atelier. Mais il faut aussi poser un droit à la non-participation d'un exercice, par exemple. Dans ce type d'atelier, on n'exerce jamais la motivation forcée, parce qu'on ne colonise pas. Donc, on commence par être super attentif au contexte, aux dynamiques entre les personnes, en fait. Parce que dans les cas les plus extrêmes, il est possible qu'on doive repenser tout ce qu'on avait préparé. Et voici 2 exemples à ce sujet. Donc, en 2018, j'étais encore au Mexique et j'ai travaillé au programme Actores Sociales de la Flora Medicinale dont je vous ai parlé la dernière séance. Et un des membres travaillait dans une communauté originaire et il était en train de créer un musée communautaire dans une localité d'une nation préexistante. Donc, il avait entendu de mes pratiques du théâtre et il m'a dit « Ah, mais ça serait une super bonne idée que tu participes avec moi en venant faire du théâtre dans la communauté pour demander à la communauté, en fait, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre dans les musées communautaires. »
Donc je dis, ah oui, c'est une bonne idée. Donc je suis allée, on a tout organisé, je suis arrivée un samedi matin à la communauté et j'ai commencé par proposer des jeux aux enfants auxquels les mamans étaient présentes, mais elles ne participaient pas. Il y avait aussi d'autres enfants qui étaient intimidés, ils étaient présents, attentifs, mais sans participer. Donc je me suis rendu compte du fait que l'espagnol était leur deuxième langue et qu'ils n'étaient pas à l'aise. Et combien ma couleur de peau, perçue comme blanche au Mexique, jouait dans la perception qu'ils se faisaient de moi et de mes propositions. De plus, il s'agissait d'une communauté où on ne convoque jamais les corps de cette manière dans ce contexte. Donc c'était très violent qu'une blanche qu'ils ne connaissent pas propose cette activité et en plus en espagnol. Donc j'ai décidé d'arrêter le projet d'atelier et de faire un spectacle de théâtre spontané. J'avais la chance d'être accompagnée ce jour-là par mon mari et notre fils, que j'ai poussé un peu à faire un spectacle avec moi, ce que nous n'avons jamais fait. Je laisse là cet exemple pour vous dire que cette première attention aux autres pourrait parfois, à la limite, impliquer de laisser tomber le projet d'atelier, par exemple, et de se tourner vers une autre chose. Une autre fois, je devais faire un atelier de théâtre dans une résidence senior. J'essayais à l'avance de me préparer en me renseignant sur la mobilité, les types d'activités physiques auxquelles les participants étaient habitués. Le jour de l'atelier, j'ai pu constater en fait les faibles désirs d'engagement, une passivité des participantes en attente de spectacle, en plus de la difficulté réelle pour quelques-uns de travailler debout, par exemple, et la désorientation par rapport à ce que j'ai proposé. Donc, ce jour-là, j'étais seule, donc impossible d'utiliser la même technique. Donc, j'ai apporté des chaises et proposé des exercices très, très différents. Adapter les durées. Et on est passé à une version du théâtre plutôt narrative que corporelle. Ce qui me rappelle, en fait, que souvent, dès que j'ai commencé à faire du théâtre sans ma troupe, je me suis demandé si ce que je faisais était du théâtre. Au fil du temps, je me suis demandé en fait si j'avais le droit de modifier les exercices, les finalités, les techniques que nous avions appris ou construit ensemble. Si moi aussi je pouvais proposer un nouveau type de pratique. Cela n'a pas été simple, mais fait partie du chemin de décolonisation de soi pour embrasser la frontière et la contradiction. Donc, je reviens à la préparation pour mes ateliers. Ma technique est de les penser, de les préparer au cas où je me bloque le jour de l'atelier. Mais si tout marche bien, ma technique préférée est de rester flexible, ouverte et m'adapter. Et cela implique tous les aspects de l'atelier, d'échanger des projets pour un autre, d'accepter que le théâtre dans la résidence senior passe moins par les corps et bien d'autres choses. Et cette possibilité de changement radical peut être choquante par rapport à ce qu'on a prévu, planifié, projeté. Et l'effet de ne pas pouvoir suivre la routine qu'on a préparée peut générer de la frustration. Et c'est exactement ça qu'il faut travailler en moi. Accepter et embrasser vraiment l'imprévisible. Et avant de commencer un atelier ou un spectacle, je me répète que tout peut se passer, que tout peut être autrement et cela me demande d'être à l'écoute. Par exemple, il peut arriver qu'un exercice que je n'apprécie pas particulièrement soit un exercice que le groupe adore. Et il faut mettre la construction collective au-dessus des plans prévus ou de mes opinions expertes. Il peut arriver aussi qu'un exercice que j'adore soit sans intérêt pour tel groupe. Et il faut apprendre à gérer sa propre frustration. Au moment de proposer les exercices, il faut essayer de ne pas revenir sur les formules verticales de type scolaire. Il ne faut jamais faire de la pression ou juger. Il faut prendre soin de la forme, du ton, du geste, des mots qu'on choisit. En fait, parce que nous pratiquons une esthétique du cœur quand nous sommes capables d'ouvrir un espace sécure, affectif, et nous conduire avec cariño, terme que je ne peux pas bien traduire en français. On dirait une forme de tendresse, peut-être. Mais il s'agit d'un espace où tous et toutes puissent jouer tranquillement, en sécurité, en fonction de leurs désirs et de leurs possibilités. Et bien sûr que je ne contrôle ni les désirs, ni
ni les possibilités des participants, qui sont impossibles à prévoir. C'est-à-dire qu'on va créer un espace, comme une espèce de bulle de cœur, et à travers l'attention et les sons, mais on ne peut pas contrôler en fait ce qui va se passer à l'intérieur, ça nous dépasse. Normalement, je vais essayer de suivre la proposition d'Augusto Boal. Donc, je vais essayer de commencer par convoquer les corps et donner primauté aux exercices corporels. Et c'est à la fin de chaque séance que je vais ouvrir un espace de dialogue. Mais je vais demander que la parole soit prise d'abord sur les ressentis et sur les perceptions que les groupes ont partagées, sur les pensées incarnées dans les exercices, situées temporellement dans notre atelier partagé. Donc, nous ne visons pas à coloniser, à nous imposer ou à imposer nos idées, ce qui constitue pour nous un objectif colonial. Donc, je me rappelle que dans un atelier, je suis là pour partager et pour construire. C'est-à-dire que je n'ai ni un message préfabriqué, ni une leçon morale à imposer. Quant à mon rôle, je participe aux exercices et aux discussions de manière active, mais en reconnaissant mes privilèges, c'est-à-dire la position de pouvoir que j'occupe et le fait que ma voix dans ce contexte est une voix haute. Je fais attention à ce que les personnes se sentent incluses et protégées. Si l'une en violente d'une autre, je ne suis pas neutre. Je vais intervenir si je le juge nécessaire. Je vous donne 2 exemples sur mon rôle. J'ai fait un atelier de théâtre l'opprimé et nous préparions un spectacle de théâtre forum. On avait déjà détecté les oppressions qu'on voulait montrer et les histoires pour les faire. Il faut souligner que les oppressions dans le théâtre l'opprimé sont toujours des oppressions réelles, c'est-à-dire vécues par les participants. On n'est pas dans un discours abstrait. Donc, ce sont des oppressions réellement vécues par les participants. Donc, dans cet atelier-là, on avait peu de personnes. Et au moment de sélectionner les acteurs pour jouer chaque personnage, une des participantes m'a désigné à moi pour jouer son rôle, pour représenter son histoire d'oppression, c'est-à-dire pour moi d'être la victime de l'oppression. Je voyais bien dans quelle mesure c'était très délicat pour elle. Et je ne pouvais pas refuser parce que cela l'aurait blessée, mais en plus, cela aurait aggravé l'oppression qu'on était en train de traiter. Donc j'ai accepté. Mais j'ai réfléchi après sur le fait que cela m'empêchait de jouer mon rôle, à savoir de prendre soin de mes acteurs et mes actrices dans leur première représentation en public dans un dispositif scénique qu'ils connaissent très peu. Heureusement, ce jour-là, j'avais dans le groupe une personne formée en tant qu'actrice de théâtre et avait l'expérience dans des formats similaires. Donc, je lui ai confié mon rôle de prendre soin du groupe et du public et je me suis concentrée sur mon rôle comme actrice. Un autre exemple, c'est dans le contexte d'un atelier d'introduction au théâtre de participation. Donc, un jour, nous pratiquions aussi le théâtre l'opprimé sous la forme de théâtre forum et une équipe avait choisi une histoire très douloureuse et très présente dans l'imaginaire collectif du Mexique. Et cette histoire-là finissait par une mort. On avait déjà joué le dispositif avec d'autres histoires et les participants savaient qu'on allait rejouer la scène et qu'il fallait intervenir pour empêcher la fin tragique. D'abord, le groupe a proposé 2-3 solutions qui n'ont pas marché et l'histoire a continué. Et on était au bord que la mort se produise, encore une fois, sans rien pouvoir faire. Et à ce moment-là, l'impuissance, la douleur, la peur propre au type d'oppression qu'on était en train de traiter sont devenues réelles dans notre atelier aussi. Et les groupes étaient complètement paralysés. Et moi, j'étais là et j'insistais, presque au point de désespérer que quelqu'un intervienne. Et pendant quelques secondes, j'ai réfléchi sur moi, sur mon rôle, sur la personne que je suis et que je veux être, sans considérer la pureté de la technique théâtrale et sans me situer dans une supériorité ou une extériorité. J'ai alors suivi mon impulsion et je suis intervenue dans l'histoire vraiment aux dernières minutes, avant que la mort ne se reproduise. Et c'est là pour souligner que je ne joue pas à la neutralité ni au surplomb.
Et bien que j'ai encore des années d'atelier à vous raconter, il y en a trop. Et ils ne sont jamais achevés. Donc voilà pourquoi il nous invite à faire la paix avec ce qui est incomplet, provisoire et fragmentaire. Donc je vais vous raconter un peu sur les spectacles. Donc un spectacle de théâtre de participation implique la mise en scène des histoires réellement vécues par les participants dans un dispositif scénique. Chaque courant a ses propres techniques et ses visées. Dans cette partie du cours, je vais me concentrer sur des spectacles que j'ai faits à Guadalajara et à Cuernavaca, c'est-à-dire au Mexique, parce que malheureusement, je n'ai jamais participé à une troupe en France. Donc ces exemples vont venir du Mexique. Donc un dispositif de théâtre spontané a besoin des participants, des musiciens, d'acteurs et d'un coordinateur. La dynamique entre les publics et ce qui se passe en scène est en fonction de la capacité du lieu, de l'objectif de spectacle, mais principalement en fait des participants. Le rôle des musiciens sera d'improviser en accompagnant les acteurs et les actrices dans chaque figure. Une figure est la mise en représentation des récits que le public partage. Et la coordination, c'est la personne en fait qui va faire le pont entre le public et les acteurs. Et il va essayer, ou la personne va essayer de traduire les histoires que le public raconte dans des termes qui sont susceptibles d'être représentés pour les acteurs. Et quels sont les termes susceptibles de représenter une histoire pour les acteurs? En fait, on va représenter les émotions qui ont accompagné la personne dans son histoire. La représentation donc va être une métaphorisation de l'histoire qui cherche à se concentrer sur les ressentis. Et le deuxième objectif de la métaphorisation est de partager l'histoire avec toute la salle. Donc le spectacle va commencer par une introduction où la coordinatrice raconte comment notre théâtre est pratiqué par les groupes et se pratiquera en fait en fonction des histoires racontées. Même le plus banal n'est pas nécessairement exceptionnel, même si cela peut arriver. S'il y a un but pour le spectacle ou une intention précise ou un intérêt particulier pour ce spectacle, on va le dire dans l'introduction. J'ai participé à plusieurs types de fonctionnement, parfois thématiques, parfois complètement libres et tous sont possibles. Les personnes sont toujours prêtes pour raconter leur vie et à écouter celle des autres. Et nous l'avons même fait dans des espaces publics, même sur des sujets délicats, c'est-à-dire comme de la violence faite aux femmes, dans des espaces publics. Et les histoires sont partagées toujours. Donc je vais diviser les spectacles en deux. Donc la narration des histoires et après comment on va les représenter. Donc quand on demande au public de livrer des histoires, il y a toujours une première pause. Et il est important de ne pas adopter les modèles autoritaires avec des injonctions type « Ah, il faut le faire, hein, rien de grave, pas de honte ». Non, bien sûr qu'il est difficile de prendre la parole en public et bien sûr que les regards sont intimidants. Donc on attend soigneusement, sans désespérer. Dans mon expérience de plus de 10 ans dans ce type de théâtre, dans des contextes d'inéquité et de violence, autant que dans des lieux classiques, c'est-à-dire dans des musées, dans des bâtiments théâtraux, les histoires viennent toujours. La prochaine étape, c'est d'entrer dans l'écoute. L'écoute de tous les corps. Nous sommes tous d'abord les coordinateurs, les acteurs et les musiciens en contact visuel avec les narrateurs, afin que tous et toutes puissent raconter, même les enfants, même plusieurs fois, même quand d'autres interviennent pour les interrompre. La coordinatrice ouvre l'écoute à tous et à toutes autant de fois que nécessaire, même si cela traîne en longueur. Les groupes vont sentir aussi la fatigue. Les groupes, et non pas les acteurs ni la coordinatrice, décidera de la durée du spectacle et du nombre d'histoires racontées. Si le cas se présente que quelqu'un interrompe pour juger, se moquer, interférer dans l'histoire de l'autre, la coordinatrice va intervenir mais sans élever la voix.
sans réprimander, s'adressant à toute l'assemblée pour signifier qu'on laisse chacun s'exprimer dans ses termes propres et que s'il y a quelqu'un d'autre qui veut aussi prendre la parole, nous allons l'écouter ensuite, qu'il y a du temps pour tous et pour toutes. Il est très courant, en fait, que l'histoire de l'autre me rappelle une histoire mienne, et c'est d'ailleurs la forme qui prennent la plupart des spectacles. Il m'est arrivé que deux personnes racontent la même histoire l'une après l'autre, surtout quand il s'agit de couples, des amis ou des familles. Donc il arrive qu'un commence à raconter son histoire selon son vécu et l'autre interrompt. Et la coordinatrice donc va dire oui, on va vous donner la parole après, parce que nous ne sommes pas à la recherche d'une histoire unique, même si le public peut se battre pour en obtenir une. Dans ce cas, la coordinatrice insistera sur la valeur des voix et des histoires de tous, et sur la possibilité effective d'avoir deux vécus différents de la même situation. Et cette idée est nodale. Nous ne visons pas à faire une bonne représentation. Nous ne corrigeons jamais les narrateurs, même si l'histoire nous semble fausse ou contradictoire. Il m'est arrivé à Lyon de coordonner un atelier de théâtre de participation sur les soins et les groupes étaient divisés en deux. Et la consigne était de raconter sa propre histoire d'oppression subie dans un contexte de soins. Et quand je suis arrivée auprès d'un des équipes, j'ai trouvé une personne en train d'expliquer à la narratrice comment elle devait interpréter sa propre histoire. Je l'ai interrompu et j'ai insisté. On travaille avec l'histoire telle qu'elle a été vécue par la narratrice. Mais celle qui se voulait juge a insisté, dénonçant une erreur d'interprétation ou autre. Mais je l'ai interrompu avec un peu plus de force. Parce que nous ne sommes pas dans une position neutre. Nous ne sommes pas objectifs et il faut bien le souligner, nous ne faisons pas un théâtre neutre. Nous sommes avec le narrateur et nous nous devons à son histoire. Nous en prenons soin et si nous la restituons en représentation, c'est un cadeau, ce qui dans le meilleur des cas lui permettra à lui-même d'en proposer ou d'en accepter, voire d'en créer une autre interprétation qui l'autorise à mieux vivre sa propre vie. Le partage d'une histoire est vraiment perçu pour nous comme un cadeau dont il faut prendre soin. Et c'est pourquoi il nous faut assurer l'ambiance de cœur et d'attention et d'écoute pour tous et toutes. Et quand l'attention, l'écoute ou les soins sont menacés, nous ne sommes plus neutres. Nous refusons en effet à tolérer chez quiconque toute l'attitude de violenter, d'interrompre, de juger ou de ridiculiser. Et peut-être il faut souligner en quoi cette tâche est politique. Rien de naturel ni de simple à demander une écoute active, empathique et sans jugement. Les narrateurs ne cherchent ni notre conseil, ni notre opinion. Un théâtre de participation pratique une esthétique du cœur quand il se transforme en un outil de communication avec les autres, un instrument de prise de parole. Il n'est pas un simple miroir. Nous sommes là aussi dans toute notre implication. Notre position est une politique de l'écoute de l'autre dans ses termes à lui. Et je vous cite Pascal Molinier pour cette idée. Ce que nous pouvons faire pour la démocratie et contre la violence, nous les psychologues, quand nous prêtons attention, quand nous nous soucions des autres et du langage, c'est-à-dire quand nous aimons suffisamment les mots et les gens, c'est prendre en compte que les mots blessent. Et parfois, ce sont les nôtres, nos interprétations, nos concepts. Il existe une vulnérabilité linguistique et les blessures symboliques peuvent être irréparables. Il convient donc de soutenir une politique de l'écoute. Il s'agit d'un positionnement choisi face à l'altérité. Une position qui commence avec l'écoute à l'égard de toute vulnérabilité, vécue ou potentielle. Une écoute qui est une fin en elle-même, qui ne se limite pas à entendre, qui n'est qu'auditive, mais elle mobilise nos regards, nos corps, nos questions pour comprendre nos gestes qui acquiescent, nos réactions. Une écoute qui ne tient pas seulement à faire de la place pour les récits de l'autre, mais qui implique notre engagement à l'accompagner
Et il s'agit bel et bien d'une esthétique du cœur, parce que cette écoute est habitée d'attention. Et de cette manière, à travers l'oralité, nous nous libérons aussi du conflit d'interprétation, selon lequel les faits se produiraient d'une manière déterminée d'une fois et pour toutes, et devraient donc ne s'exposer à aucun écart interprétatif. Les narrateurs apparaissant tout à l'inverse, ici à même d'échanger le passé, son passé. Le but n'est pas pour lui de nous raconter la vérité sur ce qui s'est passé, de livrer seulement du prétendu factuel. Ce qui est important, c'est qu'il devienne plus clair pour lui et pour les participants qu'il y a plusieurs manières de raconter une même histoire, parce qu'il y a plusieurs manières de la vivre et de la ressentir. Et je passe à la représentation. Donc, parler ce que la représentation en esthétique pourrait impliquer tout un cours. Et même seulement de nous concentrer sur les possibilités de représentation non coloniales, c'est-à-dire des représentations créées sur ce fond d'opacité. Donc, je vais couper super court pour me concentrer sur notre Paris, le Paris décolonial. Donc, je rappelle une caractéristique qu'on avait déjà mentionnée des éthiques particularistes. Dans le théâtre ou dans les arts scéniques, il est commun qu'on puisse divaguer complètement si on se pose la question de qu'est-ce que la représentation, en général. Mais si on se questionne sur une représentation en particulier, alors on n'attend pas une réponse rhétorique, mais très corporelle, réalisée et incarnée. Là, on peut arriver à une réponse ajustée, et c'est dont on avait parlé lors de la dernière séance. Il s'agit donc de trouver la valeur du particulier. Et je vous propose cette réflexion de l'éthique du particulier dans les mots de Sandra Logier et Patricia Paperman. Les éthiques pratiques du cœur partent au contraire de nos problèmes moraux et voient comment nous nous en sortons. Non pas pour abstraire à partir de ces solutions particulières ce qui serait retombé dans la pulsion de la généralité, mais pour percevoir la valeur même du particulier. Elle semble alors appeler une sorte d'ethnographie morale qui laisserait toute sa place aux expressions propres aux agents, davantage qu'une approche surplombante, qu'elle soit philosophique ou sociologique. Cela veut dire que même si nous n'arrivons peut-être jamais à des réponses univoques pour la vie dans nos conditions de vulnérabilité et d'incertitude, cela ne veut pas dire qu'on soit condamné à la pure immoralité, mais qu'il est possible de trouver dans l'adaptation aux circonstances une valeur morale désirable. Et cela constitue précisément la justesse de la décision, justesse qui sera complètement en fonction des contextes. Et c'est cette justesse de la décision ou la valeur du particulier, ce qui se réalise clairement dans les esthétiques du cœur et dans ma pratique théâtrale. Parce que ces contextes ou ces circonstances, en fait, ce sont nos corps et nos corporalités, et nos capacités expressives. Donc, dans l'entraînement des acteurs à ce type de représentation, on va travailler sur la réappropriation des capacités expressives des personnes, c'est-à-dire les possibilités corporelles dont chacun dispose, ses mouvements, ses gestes, les sons qu'il peut émettre. Ce sont donc des exercices très corporels pour se connaître, s'entraîner à faire bouger son corps, à réagir de manière atypique. Il y a des exercices de résonance pour apprendre à prêter attention et à ressentir un écho. Et ce qui vit l'autre, c'est-à-dire pour travailler comme moi je me sens avec ce que lui, il raconte. Parce que nous ne sommes pas l'autre. Nous ne pouvons pas l'être. Nous ne voulons pas nous approprier l'histoire de l'autre et la transformer à notre mesure. Nous ne voulons pas coloniser son vécu. L'histoire de l'autre est la sienne. C'est à quoi nous pouvons nous entraîner, c'est à nous concentrer sur les émotions qu'il livre, que nous allons transcrire dans nos corps et on va les donner à voir comment nous les ressentons. C'est-à-dire qu'il s'agit de mon vécu, de son émotion, ou de mon incarnation de l'émotion qu'il a partagée, qu'il sent probablement et exprime quand il l'exprime d'une autre manière. Nous nous entraînons donc à ce travail, à apprendre à vivre avec l'opacité
qui implique l'altérité. Donc, dans l'impossibilité d'avoir un accès épistémique à l'histoire ou à la vie de l'autre, à la psyché de l'autre, parce que nous sommes nous-mêmes et nous savons les possibilités que nous offre notre corps, notre ton, nos gestes. Il nous est indispensable donc de nous connaître dans notre propre altérité et à renoncer à l'ambition de transparence complète et à l'ambition de nous approprier l'histoire de l'autre, ce qui constitue un objectif colonial. Il y a en effet comme un esprit de domination et de contrôle dans l'ambition de vampiriser l'autre, de faire réfraction de lui pour le voler, tout comprendre de lui, comme s'il était déjà possible pour lui-même d'avoir un accès transparent à sa propre psyché, à ses motivations pour ses actions. Domination encore dans le désir de nous l'approprier, d'assimiler que mon interprétation de lui soit lui. Ce n'est pas seulement l'ambition de m'assimiler l'autre, mais de croire que mes possibilités physiques et psychiques me permettent une représentation transparente de type miroir, neutre de l'autre. Ce sont des épistémologies coloniales. Et l'autre grande source d'entraînement auquel nous nous formons concerne le type de représentations que nous visons et qui ne sont pas tournées vers l'anecdotique. C'est une autre dimension qui est en jeu. Donc, on va prendre l'opacité, déjà l'obscurité en soi-même, comme prémisse épistémique. Donc, ce que nous cherchons, c'est une représentation métaphorique des émotions et non pas la littéralité de l'histoire. Par exemple, ma troupe à Guadalajara a travaillé à plusieurs contextes à des spectacles autour de la violence des genres. Et l'un en particulier dans un musée d'art contemporain à Guadalajara où étaient exposés des objets avec lesquels les femmes avaient été violentées. Violentées, c'est-à-dire torturées, violées, tuées. Après les tours dans l'exposition, les personnes venaient au spectacle et nous représentions soit leur histoire en réaction à l'exposition, soit leur histoire autour de la violence des genres. Une autre fois, nous avons donné un spectacle dans un espace public à l'université pour raconter les histoires de violence des genres à l'université. Et ces deux cas montrent le potentiel de violence et donc la complexité de la représentation. Allons-nous à notre tour violer, frapper, tuer, torturer la personne, encore une fois, en scène et publiquement? Donc, Denise Rea, qui a travaillé avec des réfugiés, selon la technique du playback theater, expose clairement les problèmes de la représentation littérale et donc l'importance de passer par une métaphore. Encore une fois, il s'agit d'un positionnement éthico-politique face à l'oppression. C'est-à-dire, encore une fois, que notre représentation n'est pas neutre. Notre intention ne saurait être de confirmer la victime dans son statut de victime individuelle, c'est-à-dire de la révictimiser. Il n'y a aucun intérêt à respecter une sorte de fidélité à l'histoire du raconteur, même à partir de considérations purement esthétiques. Quel serait l'intérêt de représenter ce qu'il vient de dire, exactement de la même façon qu'il l'a déjà dit? D'abord, nous ne pourrons jamais bien le faire, c'est-à-dire fidèlement, parce que nous ne connaissons pas l'intérieur de ces mots et de ces gestes, et ce dont ils sont la trace. De plus, parce que peut-être nous ne pouvons pas les imiter, ou plutôt seulement les imiter, les copier, les mimer, mais non les habiter. Plus profondément, parce que si nous pouvions le faire, nous réaffirmons l'illusion que la vie se passe d'une manière qui n'accepte pas d'interprétation plurielle. Une espèce d'univocité des sens unique, exclusive, qui enferme dans une potentielle révictimation, comme si rien n'aurait pu se passer autrement, ce qui appelle à des formes de fatalisme et ne prépare pas à agir. Et finalement, je voudrais souligner qu'en aucun cas, il s'agit d'une représentation individuelle qui serait en fonction du génie d'une des actrices. Le produit final n'appartient à personne. Personne ne peut l'anticiper ni le prévoir. Plus encore, on n'a jamais comme l'image complète de notre propre représentation parce que c'est complètement improvisé sans accord au préalable. Donc, les acteurs vont proposer leur interprétation collective de l'histoire que toute la salle a déjà écoutée
Et il n'y a pas comme des codes pour s'entendre, donc chacun va être honnête avec lui-même, son ressenti, et va aller comme à la représentation. Aujourd'hui, je voudrais essayer d'être un peu plus pédagogique et clair, parce que je voudrais qu'il vous soit possible de mettre en pratique ces esthétiques du cœur. Parfois, quand je fais des formations à ce sujet, j'aime bien d'insister sur le fait que cette proposition n'est pas finie. Je ne sais même pas s'il est bien défini. S'il vous convoque, si vous voulez tenter de les mettre en pratique, vous pouvez essayer. Il n'y a aucun intérêt à rester proche de mes mots ou de mes expériences. Donc, avant de finir notre cours, je vais essayer d'être claire pour vous donner des pistes d'action. Ce que je cherche avec les esthétiques du cœur, c'est essayer d'autres possibilités pour nous, pour nos problèmes et pour nos problèmes partagés. Au travers des ateliers et des spectacles, parfois, nous arrivons à modifier les interprétations que nous portons sur nous-mêmes et sur notre monde. Et d'autres fois, nous tentons une révolution. Et si je ose nommer les pierres fondatrices des esthétiques du cœur, je dirais que ce qui les soutient est d'abord une redistribution de l'attention, de l'inattention et de la désattention. Après, je dirais qu'il y a une appropriation du corps de chacun et de chacune dans la sensibilité propre et dans ses capacités expressives. Je dirais aussi qu'elles sont construites sur l'opacité, contre tout effort de transparence coloniale. Je dirais aussi qu'on affirme la non-neutralité de nos gestes, de nos silences et de nos actions. J'ai insisté tout au long de ces séances sur le fait que cette proposition a une racine morale. Et je voudrais finir les cours par élaborer donc 3 éléments de comment cette esthétique représente une réponse à une question éthique. Donc, ce type de pratique, tant dans des ateliers que dans les spectacles, demande un type d'écoute très particulier, qui n'implique pas seulement écouter l'histoire de l'autre, mais qui implique notre attitude, notre disposition à l'écoute. C'est-à-dire de nous demander en fait qu'est-ce que je fais avec l'histoire de l'autre, d'où je l'écoute. Donc dans les mots de Pascal Molinier, l'écoute implique de suspendre tout jugement de réalité. Pour être en mesure d'écouter, de dire ou de faire des langages, et même indissociable d'intensité spécifique ou affect. C'est-à-dire non seulement se laisser affecter, mais simultanément prendre le dire au sérieux pour entrer dans des formes de vie. Il ne s'agit pas d'une écoute distancée et objective, mais l'opposé. Une esthétique du cœur implique une écoute engagée, non neutre, une écoute qui se sait partielle et fragmentaire, qui ne force pas l'idée coloniale d'une vérité acontextuelle, mais qui entre dans la manière de sentir et penser la vie, avec le but éthique de rendre la vie plus vivable. Et cet engagement implique une redéfinition de la responsabilité morale qui ne se dicte pas d'un non, mais qui surgit de notre sensibilité. Dans les mots d'Édouard Glissant, la relation n'en fait aucune de nos morales. C'est tout à nous de les y inscrire par un effort terriblement autonome de la conscience et de nos imaginaires du monde. Les conduites morales peinent à ne plus se régler à partir d'histoires que nous nous serions racontées, mais à émaner directement de l'esthétique, vision riche ou imaginaire du monde que nous vivons, ensemble et directement, en chaos, le plus souvent. Donc, cette intuition morale se fonde sur la sensibilité que nous pouvons cultiver envers soi-même et envers le monde. Une sensibilité qui nous permet de sentir nos vulnérabilités, de sentir nos incertitudes dans nos décisions, nos hésitations. Et à partir de ces ressentis, essayer de nous créer des réponses collectivement. Finalement, je reviens à la centralité de l'opacité pour notre projet éthique dans les mots d'Édouard Glissant une dernière fois. La transparence n'apparaît plus comme le fond du miroir où l'humanité occidentale reflétait le monde à son image. Au fond du miroir, il y a maintenant de l'opacité. Tout un monde est posé par des peuples,
les mondes fertiles, mais à vrai dire incertains, inexplorés, encore aujourd'hui le plus souvent niés ou offusqués, dont nous ne pouvons pas ne pas vivre la présence insistante. Cette opacité reste niée, invisibilisée et menacée par les rhétoriques de l'universalisme civilisateur et colonial. Le premier pas pour une éthique en anthropocène implique d'accepter nos vulnérabilités et nos limites, y compris nos limites épistémiques. Notre accès au monde n'est pas transparent. Notre compréhension de l'autre et des autres et de la diversité n'est pas transparente. Et je vous invite à y réfléchir. Qu'est-ce que cette opacité implique? Chers amis et chères amies, nous arrivons à la fin de ces cours. Et si vous êtes parvenus à m'écouter, et si vous êtes arrivés jusqu'ici, et si vous vous demandez par où commencer l'action, je vous invite à casser le pacte avec le système monde moderne. De commencer par faire que plus jamais il n'ait le privilège de notre silence. Je vous invite à trouver ou à construire votre voix dans votre lieu, à votre manière et à votre rythme. Et je peux vous offrir la garantie que nous sommes plus sûrs. Ayez confiance que la résistance existe dans toutes les périphéries. Et je reviens une dernière fois aux montagnes du sud-est mexicain. Et je finis par me resituer. Nous sommes la dignité rebelle. Nous n'abandonnons pas, même quand nos pas marchent en silence. Nous continuons chacune à sa manière, dans son lieu et à son rythme. Je vous remercie.